Non, aussi, je veux dire, à l'intérieur du pays, quand vous regardez, vous identifiez. C'est une stratégie que les djihadistes ont, mais absolument rien ne peut prouver que ce soit des djihadistes qui aient fait cette attaque. Donc, de mon point de vue, il faudrait, je dirais encore, faire preuve de beaucoup de créativité, d'imagination pour voir qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui en Casamance depuis Bofa Bayotte, qui est un signal quand même très fort. Parce que aussi il y a des intérêts concrets par rapport à ça. Et puis aussi ce pont de Niambalan, comme il dit, c'est extrêmement stratégique. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs pour que ce pont puisse être aussi vulnérable au point d'être attaqué en ce moment? Je pense qu'il faut redoubler de vigilance sur le plan de la sécurité des personnes et des biens en Casamance, ça c'est un. Et de deux, ça c'est très important, faire preuve d'imagination pour voir comment on peut renouveler les méthodes d'approche pour aller vers la paix très rapidement en Casamance. Justement, quelle explication donner à ce nouveau mode opératoire des attaquants Xavier Diatta, s'en prendre à des infrastructures mises en place par l'État du Sénégal pour désenclaver la Casamance? C'est quand même inédit qu'on aille jusqu'à vouloir faire exploser une infrastructure qui sert aux populations locales. Comme l'a dit le doyen Alioune, c'est ce que je vous dis. C'est inédit. C'est inédit et c'est incompréhensible. Si c'est les MFDC en tant que structure ayant une ambition d'avoir une certaine indépendance, je crois que le débat est biaisé. Parce qu'on ne peut pas vouloir engager une lutte nationaliste et détruire toutes les infrastructures économiques. Moi, ça me pose un problème. Et puis aussi, il faut voir la configuration du MFDC. Parce que le MFDC, aujourd'hui, il est configuré en factions. Ces factions, elles sont rivales. Oui. Alors, je ne crois pas que la rivalité qu'il y a dedans entre les différentes factions du MFDC, César Atoute, qui est justement de la région, de la zone, accepterait au nom de la lutte, quand bien même elle est stratégique, elle est tout ce que vous voulez, accepterait qu'on vienne chez lui, que ses parents à lui soient privés justement de ce pont. Donc c'est pourquoi je dis que c'est extrêmement important. Maintenant vous me demandez quelle solution. Moi je crois que si on regarde même la configuration du conflit. Le conflit à la base c'est quoi? C'est parti sur une jacquerie qui a abouti à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais aujourd'hui par exemple, je sais pas, il y a plein de gens quand j'entends des supputations par rapport à si on mettait, je sais pas moi, on organisait un référendum. Bon, et encore que ça, la question est éminemment complexe pour qu'on puisse organiser un référendum. Qui va voter à ce référendum? Est-ce que c'est Xavier Diatta qui est là, qui a épousé une femme libou, qui a ses enfants qui sont là au Sénégal, du moins à Dakar, qui ont grandi à Dakar, qui connaissent rien de la culture, ou je sais pas moi, mon cousin Alphonse Tine qui est en Casamance, qui a grandi, qui ses enfants. Est-ce que moi, ma famille est plus casamançaise que ces gens? C'est ça le problème. Mais donc, pour revenir à la question, c'est pour vous dire que cette question d'indépendance, c'est même insulter l'intelligence des Sénégalais. Parce que moi, Alioune Tine, qui est mon grand frère, on ne peut pas construire, on ne peut pas avoir un projet de construction d'une maison. On l'a construit, on finit les gros œuvres. On va maintenant vers l'équipement. Je dis à Alioune Tine, je me mets de l'autre côté, je me mets à mon compte. Encore que moi, il faudrait que je puisse avoir l'honnêteté et la probité de dire à mon enfant que, écoutez, cette maison, c'est moi qui l'ai quittée. Parce que si je dis à mon fils, écoutez, la maison qu'occupe M. Tine, cette maison, c'est moi qui l'ai construite, je crée un autre conflit que je laisse là, en sous-bassement, avant de mourir. Donc c'est pourquoi je vous dis que parler d'indépendance aujourd'hui, je crois que c'est complètement, comme il dit, on va revenir sur cette demande d'indépendance, mais aujourd'hui... Mon problème, c'est le désarmement. Oui. Et la circulation des armes dans la région. Avec bien sûr les conflits qu'il y a dans la sous-région, c'est très difficile de contrôler ce qu'il y a. Mais il me semble que si tant que les gens ne seront pas désarmés, ce qu'on appelle le DDR, démobilisation, désarmement, il me semble qu'il faut... Je ne comprends pas pendant 6 ans qu'est-ce qu'on a fait. Il est évident qu'aujourd'hui, moi je lui dis, il faut que quand même ces structures qui s'en occupent, comme on dit, qu'ils soient évalués.
Nous allons revenir justement à cette recherche de paix définitive en Casamance, mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'UNTIN, le MFDC pourrait s'attaquer à des infrastructures de désenclavement, alors que le mouvement a toujours protesté contre l'enclavement de la Casamance? Écoutez, moi, je ne dis pas est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on ne peut pas faire, qui a fait, qui n'a pas fait. Tant que nous n'avons pas fait des enquêtes et des investigations claires pour effectivement dire, tiens, écoutez, nous avons identifié sur la base de preuves très claires que ce sont ces gens qui l'ont fait pour tel ou tel objectif. Encore qu'aujourd'hui, il y a des enjeux nouveaux. Vous savez, il y a eu le bois, maintenant, il y a d'autres ressources qui sont là. Tous ces enjeux, vraiment, peuvent susciter des convoitises. Que ce soit des gens qui sont dans la lutte armée depuis très longtemps et qui croient à la Casamance, que d'autres qui n'ont que des, si vous voulez, des objectifs de s'enrichir. La délinquance, c'est ça aussi que j'appelle la transformation du conflit. Maintenant, tant que nous n'aurions pas étudié clairement le conflit, identifier les problèmes, les causes profondes et voir comment il faut avancer, je pense qu'on va faire des travaux de sensibilisation de ceci ou cela, faire des appels à l'extérieur. Ça n'aboutit pas à grand-chose. Il me semble qu'aujourd'hui, il faut faire une évaluation de tout ce qui a été fait. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Et effectivement aussi voir dans quelle mesure on peut trouver d'autres acteurs. J'estime que ce sont les mêmes acteurs qui depuis, moi je suis là-dedans depuis les années 90, hein, oui. On est dedans. Est-ce qu'on est dépassé? Est-ce que nos méthodes sont dépassées? Oui. Comment? Avec la RADDHO qui a beaucoup travaillé. Bien sûr, nous étions avec la Croix-Rouge, on était chargés également du problème du désarmement avec l'accord de juillet, qui est un accord qui était bancal, hein, parce qu'on a vu dans quelles conditions cet accord a été signé, mais quand même, il y avait quelque chose déjà. Mais là, c'est reparti. Nous allons toujours rester dans ce siège de l'attaque de Niassia. Nous allons parler de cette indépendance réclamée, autonomie de la Casamance, entre autres. Mais est-ce que Xavier Diatta, cette attaque de Niambalang, peut être liée à l'attaque de Boffa Bayotte? Comme il l'a dit, il faudrait qu'il y ait une enquête exhaustive. Il faudrait qu'on puisse faire des investigations. Et je sais que notre système de renseignement, il est assez performant. Moi, je parle en connaissance de cause parce que j'étais à l'intérieur de ce dispositif de l'armée nationale. Donc, je sais que si on n'entend pas parler, c'est pas parce que les gens ne travaillent pas, mais les investigations sont en cours. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, il serait trop tôt de vouloir s'avancer pour dire, écoutez, c'est telle ou telle personne qui est l'auteur de cette attaque-là. Laissons les professionnels faire leur boulot. Ensuite, on tirera les conclusions. Mais pour rebondir un peu justement aux énergies, vous avez parlé des énergies naturelles de la Casamance. Justement, je ne sais pas si on vous avait fait les ressources naturelles. Je ne sais pas si vous avez fait le link. On nous dit que Boffa a été relié à la Coupe du Bois. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Là, il y a tout à l'heure, en lisant dans les réseaux sociaux, j'ai vu que on reprochait un peu aux pêcheurs qui sont victimes de ça d'avoir utilisé des filets de mailles tellement petits, voilà, des mailles serrés, et qui font. Donc, ça dit, on revient à la gestion des ressources naturelles. Donc, moi, je trouve que c'est extrêmement pertinent que le doyen Tine ait souligné cette question de ressources naturelles, qui devra être inscrite au cœur justement de la réflexion pour savoir exactement sur quel angle d'attaque on devait s'attaquer à ce conflit. Mais justement, après cette attaque de Boffa Bayotte à l'UNTIN, on a vu l'armée sénégalaise pilonner et même détruire les bases arrière du MFDC, ce qui a pu peut-être conduire à une dispersion des maquisards. Est-ce que l'armée a su bien gérer l'après Boffa Bayotte? Écoute, je saurais le dire très sincèrement, mais ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas régler une guerre seulement avec des armes. Et on le sait. Si effectivement il n'y avait que les armes qui permettaient de détruire l'État islamique ou le djihadisme, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui, par exemple, sur tout le Sahel, a fortiori sur la Casamance. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait effectivement entamer une réflexion pour essayer de voir l'ensemble
si vous voulez, des ressources qu'on peut utiliser pour aller vers la paix. Sinon, moi je vois que ce sont les mêmes acteurs, historiens, sociologues, comment dirais-je, des gens qui ont des liens assez étroits avec la Casamance qu'ils font, mais de mon point de vue, il est bon aujourd'hui avec... Parce que c'est ça la transformation du conflit. On parle du bois, on parle de ressources. Et ce ne sont pas les mêmes acteurs qui sont en place, ce ne sont pas les mêmes générations. Moi, je vois aujourd'hui des gens qui sont des leaders, c'était des plantons de Diamacoune. C'est eux qui faisaient les, comment dirais-je, qui prenaient le courrier, j'étais avec eux, je les connais très bien. Aujourd'hui, quand je les vois en première ligne, qui sont interviewés, qui prennent des positions, mais ils n'osaient pas parler au nom du MFDC. Ça aussi, c'est des changements. Parce qu'effectivement, ce ne sont pas des gens qui sont assez outillés, effectivement, pour bien parler, théoriser. Il y a eu des théoriciens, on les connaît. Mais maintenant, avec la transformation du conflit, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, parce qu'il y a eu quand même un progrès énorme. Les gens aujourd'hui peuvent dire, écoutez, je suis indépendantiste, et ça aussi c'était notre travail. Dire que quelqu'un qui dit je suis indépendantiste, c'est une opinion qu'il exprime. Je pense que lutter comme ça, sur la base, si vous voulez, du verbe, parce que même l'ETA aujourd'hui a dit, ben tiens, on se dissout. De mon point de vue, je pense qu'il faut réfléchir et voir ce qui se passe dans le monde, même par rapport, si vous voulez, à ces luttes indépendantistes, pour voir que c'est totalement dépassé au moment où l'on parle de l'unité africaine. Donc, il me semble qu'il faut se battre sur la base des idées et sur une sensibilisation des gens. Et également sur le désarmement, parce qu'aujourd'hui, ce sont les armes qui sont en train de détruire ce continent. Et ça vient de partout. Et on a comme l'impression que les autorités publiques sont pratiquement impuissantes à veiller à la circulation des armes. Mais on ne fabrique pas des armes dans d'autres coins, d'où ils viennent. Et c'est avec une facilité extraordinaire. Maintenant aussi, les complicités à travers les frontières et le voisinage, mais il faut le dire, parce que quand même, le MFDC a eu des complicités avec des gens qui sont nos voisins. C'est-à-dire que on ne peut pas brûler comme ça, c'est-à-dire que ce sont les Africains qui brûlent l'Afrique aussi. Je pense que toutes ces questions-là, les pays voisins, leur rôle, tous les pays, par exemple, il y a des pays qui ont été des pays aveugles pendant très longtemps et qui ont joué un rôle fondamental. On ne parle même pas d'eux. Donc, cette question, c'est une question à la fois nationale, circonscrite, mais également c'est une question régionale, sous-régionale. Donc, comment avoir les angles d'attaque? Il n'y a pas que Banjul, il n'y a pas que aussi la Guinée, il y a aussi bien sûr d'autres pays qui sont dedans, qui ont entraîné, qui ont soutenu, qui ont donné de l'argent et tout, et qui avaient même un mécanisme qui était carrément à la présidence Soutaya, pour ne pas le nommer, hein, la Mauritanie. Oui. Mais justement, la consolidation de la paix en Casamance, Xavier Diatta, est-ce qu'elle ne bute pas sur une absence de discussion sérieuse entre les différents acteurs du conflit? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Depuis 2013, je dis bien depuis 2013 jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu un dialogue sérieux entre justement l'État et les MFDC. Mais Loïntine l'a dit tout à l'heure. Vous savez, quand une guerre s'installe quelque part, il y a ce qu'on appelle l'économie de guerre. Et les fondés de pouvoir justement de cette économie de guerre-là, ils feront tout pour que chaque fois quand il y a une initiative, ou bien quand il y a une nouvelle tête qui s'implique dans le processus de paix, et ils savent que ça va vers la paix, mais ils font tout pour la faire capoter. C'est ça. Parce que si vous regardez même le contexte général même du conflit, vous allez voir, il y a eu certaines organisations que moi j'ai suivies, qu'on nous a fait croire que c'était des gens qui étaient impliqués dans le processus de paix, mais qui étaient aux antipodes vraiment de ce qui se fait de façon civilisée. Moi, je vais vous donner par rapport à ce que oui. Vous savez, dans les années 2000, Wade nous a appelés. Moi, j'étais avec Sadir Nias, qui est en ce moment le secrétaire général. Oui. Il nous a mis, je me rappelle, il y avait Chérif El Walid Sey qui était là, il y avait lui. Il me dit, Aliou, nous voulions que vous nous aidiez pour qu'on entame le dialogue avec le MFDC. Ces deux vieillards-là, ils ne s'entendent pas. Effectivement, Diamacoune et Sidi Badji ne s'entendaient pas. Oui. Diamacoune traitait Sidi Badji de Casamanqué. Vraiment, ils ne pouvaient pas parler. Mais quand nous avons pris l'initiative d'aller effectivement faire la médiation, personne n'était au courant. On l'a fait, on a vu Sidi Badji, on lui a parlé, il a accepté. Avec les Ablaï Djedjou, j'ai dit, formez-nous à peu près 5 personnes qui vont discuter avec les autres. Quand on a vu Diamacoune, il a dit, ok,
les 5 personnes sont venues, on les a rassemblées, c'était 10, 5. On a travaillé sur les termes, on a sorti un document et on l'a faxé. Quand la presse l'a eu, il y a des gens qui nous ont tapé dessus parce que c'était irréel. Mais il est évident qu'il y a certaines initiatives, quand vous les prenez, quand vous les faites, comme on dit, les fossoyeurs de la paix. Oui, absolument. Voilà. Ils arrivent et tant qu'ils ne sont pas au cœur de cette initiative, ils cassent tout. Mais il me semble qu'aujourd'hui, il faut prendre le taureau par les cornes et avancer. Oui. Et moi, pour avancer, je dirais que moi, je demanderais plutôt à l'État de prendre l'initiative. Bien sûr. Si vous remarquez, tous ces nouveaux leaders dont il a parlé tout à l'heure, il n'y a pas un seul leader qui s'est assis avec un ministre. Je ne parle même pas du président de la République. Il n'y a pas un seul leader qui s'est assis avec un ministre, ne serait-ce que pour échanger sur le truc-là. Et puis, moi, je crois que la stature, justement, d'homme d'État, de président ou de premier ministre ou de ministre, tout ça, chaque fois que vous arrivez à cette station, il y a quand même une certaine protection divine que vous recevez, une bénédiction divine qui fait que votre voix porte. Moi, je crois qu'il faut qu'on arrête d'avoir des émissaires, des gens qui se disent, écoutez, moi je suis monsieur Casamance, je peux aller régler ce problème-là. Je crois qu'il faut aller sur le terrain, rencontrer ces gens-là, que ce soit les leaders des factions, même s'il faut tous les réunir, on les réunit tous et ils discutent avec vraiment les vraies autorités de ce pays. Oui, mais on a quand même vu à l'UNTIN l'Église s'engager pour le retour définitif de la paix en Casamance par rapport au processus de paix à travers Santé Didio. Il y a eu des pourparlers, mais jusqu'à présent, la consolidation qui tarde à se faire, la consolidation de la paix. Non, sérieusement, oui. Santé Didio tout seul ne peut pas régler la chose. Santé Didio peut prendre d'excellentes initiatives, aller à droite, aller à gauche. Mais je vous donne un exemple. Le seul moment où on a approché de la paix, c'était à Banjul 1. Oui. C'était en 89. Abdoulaye Diouf a mis tous les atouts en main parce qu'elle était à 1 an de l'élection présidentielle. Oui. Mais il y avait tout le monde. Tous les leaders du MFDC étaient là. C'était la première fois que je voyais Ansoumana Mané avec son chapelet à la main. On avait discuté. Il y avait Djamakoun, il y avait... tout le monde était là. Mais on avait fait un pas énorme. Mais après, il y a eu l'alternance. Il y a eu Foundiougne. Le président dit, je vais régler en 100 jours. Oui. Mais ça n'est pas la même méthode et ce n'étaient pas les mêmes personnes. Parce que quand même, il y avait une personne clé. Et je le répète, je le dis. Non, c'est Lamine Cissé. Le général Lamine Cissé. Le général Lamine Cissé. Qui a quand même une expérience énorme qu'il fait prévaloir dans toute la région aujourd'hui. Lamine Cissé qui parlait à, comment dirais-je, Ansoumana Mané, mais qui lui parlait en manding. C'est le problème aussi, il faut prendre les ressources des gens qui sont dans la sous-région, sénégambiens, machin, etc., qui ont une expérience, qui sont sur le terrain. Quand vous prenez les trucs de renforcement de capacité de la sécurité, de la défense dans beaucoup de pays de la sous-région, c'était Lamine Cissé. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres Lamine Cissé. Le général Niang aussi avait fait des pas assez substantiel. Maintenant, il faut que, effectivement, sur le plan politique, que des décisions fermes soient prises, que des gens soient engagés et que, effectivement, on essaye de réfléchir. Ça veut dire réfléchir sur la méthode, réfléchir sur l'approche, réfléchir sur les acteurs et comment il faut faire. Maintenant, plus Santé Didio, peut-être que ça va nous apporter quelque chose de nouveau, mais de mon point de vue, ce que j'ai vu faire depuis, je viens le dire, depuis l'arrivée de mon président Macky Sall, 2012. Depuis 2012, oui. C'est pas très convaincant et il n'y a pas de résultat. Quand il n'y a pas de résultat, à partir de ce moment, on met les cartes sur table, on dit, bon, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on devrait faire, et on remet les compteurs à zéro. Mais entre des chefs rebelles qui ne parlent pas le même langage et une aide extérieure qui s'accroche à l'indépendance de la Casamance, comment asseoir dans ce cas Xavier Diatta une paix durable en Casamance? Vous savez, l'aile extérieure, moi ça m'inquiète pas. L'aile extérieure, ce qui constitue aujourd'hui l'aile extérieure, c'est qui? C'est quelques groupuscules, c'est 3 ou 4 personnes qui ont quitté le Sénégal dans les années 80. Et dans leur tête, la Casamance, le Sénégal est resté dans les années 80. C'est des gens qui sont déjà en retard.
Ils savent même pas ce qui se passe, ils connaissent même pas la configuration actuelle du Sénégal. Donc ils restent dans ce souvenir et de là-bas, effectivement, ils ont peut-être un certain entre-gens qui permet d'influencer un peu localement des personnes. Et même ce sont ces personnes, moi je crois que ce sont ces personnes-là vers lesquelles nous devons aller. Justement, les faire ressortir, les faire découvrir d'autres horizons, les faire comprendre comment marche le monde. Parce que c'est en fait ça. Moi, si vous prenez tous les leaders du MFDC, la plupart ne connaissent même pas Dakar. Donc, c'est-à-dire que pratiquement tous les leaders du MFDC, la plupart, ils vivent justement dans les années 70-80. Ça pose... Il y a un problème, il y a un leader, moi je crois qu'il est amené à Dakar. Il s'agit de quel leader? Il est resté pendant très longtemps. Oui, mais ça c'est des gars un grand leader qui est resté là, qui a travaillé maintenant, qui œuvre pour la paix aujourd'hui. Mais justement, c'est parce que quand il est venu ici, le déclic... Je peux te recevoir chez moi. Il est venu, il a dormi chez moi. Oui. Et après, il est resté à Dakar. Et il a commencé à œuvrer pour la paix en Casamance. Ce qu'il dit, c'est très important. Il y a beaucoup de choses qui sont fondées sur la méconnaissance, qui sont fondées sur l'ignorance. C'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas que les armes. Il n'y a pas que les armes. Il faut voir effectivement, c'est un problème de représentation de la Casamance, de représentation idéologique. Mais cette bataille d'idées, on ne la mène plus. Aujourd'hui, regardez, on a mis de côté vraiment pratiquement toutes les organisations de femmes. C'est très important, les femmes, surtout en Casamance, par rapport à leur rôle traditionnel, à ce qu'elles jouent. Ils ont joué un rôle fondamental pour la paix en Casamance. Mais on a affaibli la voix de la plupart des gens qui travaillent sur la Casamance. Ces voix-là, il faut voir comment il faut les renforcer leur rôle. Trouver également des gens, aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui travaillent quand même sur la résolution du conflit, sur les médiations, sur les trucs. Il y en a. Nous, on n'était pas très formés à ça. On a été formés par la suite. Mais maintenant, il y a des gens qui sont très bien formés, qui peuvent travailler et puis prendre toutes les ressources, que ce soit les ressources religieuses, qui ont joué leur rôle ici. Que ce soit effectivement l'Église. L'Église, même en Casamance, a joué un rôle fondamental, vraiment dans les trucs. Donc, il faut aujourd'hui évaluer ce qui a été fait pendant 6 ans et dire, écoutez, sur cette base, qu'est-ce qu'on va faire, avec qui on va aller, parmi eux, parce que tout de même, ils sont dépositaires quand même d'une histoire, d'un background, d'un truc, et puis quel rôle l'État doit-il jouer en première ligne en tant que leadership pour l'arrivée de la paix en Casamance. Je pense que ça aussi, c'est très important. Mais si, vraiment, il n'y a presque pas de responsable, tout le monde est au même pied d'égalité, on fonctionne comme ça, moi je regarde ce qui se passe tous les jours que Dieu fait, je ne vois pas de changement, mais les choses s'empirent. Quand les choses s'empirent, mais il faut se poser des questions, s'asseoir, discuter. Il faut donc évaluer. Vous terminez très rapidement sur... Oui, justement sur cette question. Moi, je disais d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu le témoignage que j'ai fait. Moi, je ne l'appelle pas livre. Les gens l'appellent livre. La crise casamançaise racontée à mes enfants. Je disais en conclusion que moi, je pense intimement que nous devons aller vers une commission réconciliation, vérité, pardon. Il n'y a que ça aujourd'hui. Parce que, vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui interviennent dans la crise. Beaucoup d'organisations sont formées. Mais la plupart des victimes ne se reconnaissent pas dans ces organisations-là. Et même les leaders de ces organisations ne connaissent même pas l'identité de ces victimes-là. On n'a jamais fait un bilan exhaustif pour essayer d'identifier pratiquement toutes les victimes. Les victimes, que ce soit des victimes directes ou des victimes indirectes. Et tant qu'on n'a pas ce truc-là, il y a des gens qui vont avoir un sentiment d'être marginalisés par l'État. C'est d'ailleurs, si vous avez suivi un peu dans les réseaux sociaux ce qui s'est passé pour Boffa Bayotte, il y a eu à un certain moment des populations qui se sont senties complètement marginalisées, que l'État ne peut pas protéger, et qu'ils auraient recours, je ne sais pas si c'est la bonne version ou si c'est la mauvaise version, ils auraient recours justement à la rébellion. C'est tellement important. Il ne faut pas que la rébellion se substitue à l'État. Et pour ça, je dis qu'il faut qu'on aille dans chaque village, qu'on écoute toutes les victimes. Chaque victime, chacun comment il a vécu. Une telle commission, généralement, elle dure quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans, même s'il faut 5 ans, même s'il faut 10 ans. Vu le prix que nous avons payé jusqu'à présent, 35 ans, je crois que ça vaut le coup vers cette commission. Mais écoutez, vous marchez sur la langue, mais nous avons proposé ça et puis nous avons fait l'exercice à la RADDHO dans les années 2004. On a réuni tout le monde. On a vu des victimes venir vraiment accuser Djamakoun. Djamakoun était là. Et il a écouté.
Donc je vous assure, c'est un excellent exercice. C'est cette espèce d'exercice d'exorcisme collectif. Voilà, de neuf collectif. C'est comme ça que je l'ai appelé d'ailleurs. Et faire un travail en profondeur. Mais avoir une commission comme ça, mais une commission paix, vérité, on ajoute même justice et réconciliation par rapport aux crimes horribles qui ont été commis, pour qu'on essaye de voir comment on va aller. Aujourd'hui, c'est fait. Pour moi que ça, à Banjul, ils ont leur commission vérité et réconciliation maintenant, qui vont travailler. Oui. Mais moi, il me semble qu'il faut prendre le taureau par les cornes sur la question de la Casamançaise, de la crise casamançaise, parce que c'est le conflit qui a le plus duré. Et c'est un conflit de basse intensité. Voilà, c'est des éruptions de temps en temps qui suscitent beaucoup de paroles, beaucoup d'émotions, et puis après, on continue le petit train de vie, mais il faut mettre un terme à ça. Il est temps. Vous suivez Remue Ménage qui reçoit aujourd'hui M. Alioune Tine, expert indépendant des Nations Unies, ancien secrétaire général de la RADDHO, et Xavier Diatta, auteur de Fudjitaire à la Casamance raconté à mes enfants. L'autre actualité a très bien entendu au procès Imam Aliou Ndao et ses co-détenus. Alioune Tine, quel commentaire faites-vous au vu de ce qui ressort de cette audience? Écoutez, on a appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Parce qu'en réalité, par rapport à cette question, j'ai été saisi au départ par les avocats de Imam Ndao. J'ai reçu pratiquement toutes les autorités religieuses, l'association des imams et oulémas. On a beaucoup travaillé, et j'ai parlé également au ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Donc, comme je travaille beaucoup sur cette question, nous avons été extrêmement prudents par rapport à l'approche. Tout ce qu'on a demandé, c'est qu'il y ait un procès équitable, parce que aussi, quel que soit ce que vous avez fait, vous avez droit à un procès équitable. Vous avez droit également, quand vous êtes détenu, franchement, qu'on respecte vos droits en tant que détenu. Être détenu, c'est tout simplement être privé de liberté, mais on n'a pas le droit ni de vous torturer, ni de faire quoi que ce soit. Absolument. Maintenant, pour l'essentiel, on nous avait soufflé quand même qu'il y avait des choses assez sérieuses dans le dossier pour que l'État se comporte comme il s'est comporté. Donc, on a pris acte de tous ces éléments. Mais au regard de tout ce qui s'est passé, il y a quand même mon ami Babacar Samb de Tombouctou Institute. Bakary Samb. Bakary Samb de Tombouctou Institute, qui a fait une recommandation qui me semble extrêmement pertinente. Quelle est cette recommandation? C'est qu'au regard de tout ce qui est sorti, il faut absolument effectivement qu'on tienne une espèce de réunion où on essaye d'évaluer la situation par rapport à ça. Parce que tout de même, avec beaucoup d'informations pour les gens qui travaillent sur ça, on sait. Moi, j'ai travaillé quand même sur toute la zone de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, et je sais un tout petit peu comment ça se passe. Il y a eu un moment, le Cameroun n'était pas attaqué par les djihadistes. Il y a eu un moment, le Tchad n'était pas attaqué, ni le Niger. Est-ce que ça veut dire que les gens n'étaient pas là-bas? Si, les gens étaient là-bas. Ils étaient là-bas parce que c'est là-bas qu'ils achetaient les armes. Et c'est pour ça aussi que je dis, les pays voisins, généralement, eux-mêmes, ils creusent la tombe dans laquelle ils vont être enterrés. Oui. Ils ont fermé les yeux. Toutes les transactions financières, ça se faisait dans ces pays. Puisque c'est le Nigeria qui était intéressé, les gens ont fermé les yeux. Résultat, quand ils ont mis un état-major commun, ils sont devenus l'ennemi ciblé par Boko Haram. Donc, dire effectivement qu'il n'y a rien au Sénégal, non. Il me semble qu'il faut être extrêmement vigilant, parce que des sémiologues comme moi, je préfère même que tu me dises Alioune Tine, sémiologue. Moi, quand j'ai vu les professeur élèves de sémiologie à l'université. Exactement. Quand j'ai vu les signes au Burkina Faso bien avant, j'ai dit aux gens d'Amnesty Burkina, mais écoutez, j'étais à l'intérieur du pays. J'ai dit, mais vous là, vous avez des problèmes. Parce que je connais le Burkina depuis les années 90. Quand je suis arrivé aussi, j'ai vu ce que je ne voyais pas. Donc, les gens qui donnaient les ndogou, j'ai dit, mais vous, dans les villages, j'ai dit, mais il y a une transformation profonde dans vos villages. Quelque temps après, dès que ça a sauté, ils m'ont dit, ah, il nous l'avait dit. Ici aussi,
il faut qu'on redouble de vigilance, qu'on tire les leçons de tout ce qui s'est passé que les gens ne savaient pas, et que effectivement, concernant effectivement le renforcement de la paix, de la sécurité ici au Sénégal, du rôle de l'État, du rôle des services de trucs sécurité, du rôle des organisations de la société civile et des citoyens sénégalais, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, moi, je pense que c'est important. Vous avez un mot sur le procès Imam Ndao Xavier Diatta? Contrairement au doyen Alioune Tine, moi c'est vraiment de très très loin que je suis le procès à travers les coupures de presse. Ce qui m'a frappé, c'est la construction de l'homme de Imam Ndao. J'ai écouté un peu ce qui a été relaté dans la presse, mais comme il l'a dit, c'est une histoire qui est pendante en justice. On va attendre que ça se poursuive. Mais simplement vous dire que, vous savez, un État n'agit pas en fonction de l'information. L'État agit en fonction du renseignement. Parce que ça suppose que cette information a été recoupée, supposée, avant de pouvoir agir. Donc, si aujourd'hui l'État prend une quelconque direction, moi je ne peux qu'y souscrire. Je me dis que c'est des spécialistes, ils connaissent bien la, et qu'ils ont de la matière. Et qu'ils ont de la matière, donc voilà. Le terrorisme qui secoue le monde et l'Afrique plus particulièrement à l'Untine, vous l'avez dit, par la précarité et la pauvreté des jeunes n'hésitent pas à s'engager dans le terrorisme. C'est le dernier rapport de votre ami Bakary Samb de Timbuktu Institute qui le révèle, qu'à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, un sondage a été fait. 2% quand même, ça fait peur quand même si c'est pas trop un très fort pourcentage, mais ça fait quand même peur quand les jeunes n'hésitent plus à s'engager dans le terrorisme. Je pense que ce rapport, il est bon. Parce qu'il alerte, je l'ai lu. Il dit les signes positifs. Et puis ici, il montre effectivement là où effectivement on devrait froncer le sourcil. C'est pas grave. Mais il me semble qu'il y a une chose qu'on ne prend pas en compte dans cette histoire-là. Comment se fait-il que vous puissiez avoir un système de représentation qui soit supérieur à tous les autres, qui vous transforme en bombe? Il dit, vous transformez votre propre personne en bombe. Ça veut dire que l'objectif que je vise en mourant, il est tellement supérieur à tous les autres. Qu'est-ce qu'on me promet dans ma tête? C'est vrai que si on ne travaille pas dans les têtes, cette idéologie que j'appelle toxique, elle est toxique. Absolument. Parce que quand effectivement c'est aussi mortifère, ça pose des problèmes. Maintenant, qu'est-ce qui a permis à cette idéologie de prendre? C'est ça. Parce que c'est une narration qui doit être extrêmement puissante sur le plan symbolique. Je dirais aussi sur le plan pragmatique, sur le plan émotif. Parce que aussi, il faut voir que l'émotion, ça joue énormément.